Bonjour, bonjour à tous. Merci d'être nombreux à suivre ce temps de parole consacré à notre ami Elad Chakrina qui est avec nous ce matin. Elad Chakrina, bonjour et bienvenue. Idi Moubarak. Bonjour Monsieur Kamarboura, bonjour à vous Monsieur Léonard, ainsi qu'à toutes les Mahoraises et tous les Mahorais, et bien sûr bonne fête de l'Aïd à tout le monde. Elad Chakrina, c'est vrai que ça fait un petit moment, vous n'êtes pas revenu sur ce plateau, mais vous êtes toujours sur le territoire, vous avez suivi l'actualité, notamment cette crise sanitaire. Quel est votre point de vue aujourd'hui quand vous regardez votre constat, votre analyse, quand vous regardez la gestion elle-même de la crise sanitaire à Mayotte? Je crois qu'il y a plusieurs choses à dire, mais il faut avant tout avoir une certaine sérénité, un certain calme, parce que je sais que nous sommes dans une période où il y a beaucoup de critiques, beaucoup de conflits dans les paroles. Donc il ne faut pas non plus jeter de l'huile sur le feu. Bon, la situation est telle qu'elle est, c'est-à-dire que vous avez bien vu les chiffres parlent d'eux-mêmes. Nous sommes quand même dans une situation très difficile, puisque être quand même un département avec le nombre d'habitants que nous avons, plus le nombre de personnes contaminées par cette pandémie, évidemment, ça laisse extrêmement perplexe certaines situations. Mais avant d'incriminer telle ou telle personne, je crois qu'il est important aussi de pouvoir revoir le sujet dans sa globalité, qu'est-ce qui se passe sur le terrain, puisque nous le savons parfaitement bien, les mesures de confinement sont limitées en tout cas, puisque nous le voyons dans les villages, les rassemblements, il n'y a pas en tout cas cette prise de conscience du danger réel, je crois, à un moment donné, par ceux qui ne font pas très attention. Ensuite, maintenant, sur les questions de communication, je crois que là aussi, il aurait été beaucoup plus opportun que les élus du terrain ainsi que les autorités qui gèrent ces crises soient davantage, on va dire, en harmonie et davantage justement dans la sérénité pour donner une image d'unité pour qu'on puisse mieux combattre en tout cas cette pandémie. Mais au moment où justement nous sommes dans une situation difficile, il est important surtout de trouver les solutions, de surmonter les divergences. Alors on peut reprocher à telle ou telle personne ou tel service de ne pas avoir fait peut-être ce qu'il fallait ou à un moment donné ou peut-être que de ne pas avoir associé à telle action, cela peut se comprendre, puisque quand on est dans le désarroi, dans les difficultés, c'est toujours très difficile et on a envie en effet de sortir sa rage, de sortir en tout cas ce qui vous pèse dans le cœur, mais cela ne doit pas être un obstacle ou un frein, il faut au contraire unir nos efforts et qu'on soit pleinement dans la solidarité pour surmonter cette crise. Vous avez la rage ? Pas que je sache. Est-ce que j'ai l'air... Non, sans dire sa rage, moi aussi. Non, mais est-ce que vous êtes remonté quoi? C'est ça, quelque part, de te remonter. Non, mais je le vois bien. Je veux dire, il suffit de lire les commentaires dans les réseaux sociaux. Il suffit de vous écouter, de vous entendre, que ce soit sur votre chaîne ou sur Mayotte Première ou partout. On sent bien qu'évidemment il y a une montée, il y a une colère très forte qui est là. Pour ma part, bon, écoutez. Moi, je prends les choses avec une certaine sérénité, un certain recul. Mais je dis juste que ce qui est important, c'est avant tout, bien sûr, de préserver la vie de nos enfants, de nos familles, de nos parents. Puisque moi, ma première des préoccupations, c'est de savoir déjà comment va ma famille, dans un premier temps. J'ai un père qui est d'un certain âge. Je me préoccupe beaucoup de cela aussi. Quand on a plus de 70 ans, on aimerait savoir si, évidemment, vos proches sont en bonne santé. Bon, ma mère est décédée et plus là. Mais en tout cas, c'est des choses importantes. Je veux dire, on se préoccupe de la santé de ses proches. J'ai évidemment comme tout le monde des neveux, des nièces, voilà. Donc on a envie évidemment d'être beaucoup plus utile pour les siens. Donc on a envie de les protéger davantage. Et c'est vrai que quand on a parfois un sentiment d'impuissance, qu'on se dit que mince, si maintenant je vais à l'hôpital, est-ce que je ne risque pas non plus d'avoir plus de soucis qu'autre chose, puisque vous savez que un certain nombre de personnels soignants, que je loue d'ailleurs le travail, puisqu'ils font vraiment un travail formidable dans cette situation-là, comme d'autres aussi acteurs, les pompiers notamment, et bien d'autres acteurs qui se reconnaîtront. Mais c'est vrai qu'il y a cette crainte, est-ce qu'en allant à l'hôpital, je risque pas non plus d'être contaminé? Il y a ces interrogations, puisqu'on parlait de personnel aussi soignant, également en souffrance, contaminé aussi. Donc forcément,
toutes ces questions reviennent et ça crée une angoisse et on a besoin d'une réponse. Mais il ne faut pas qu'il y ait cette cacophonie, ce brouhaha ou ces violences se monter les uns contre les autres. Ce n'est pas la solution. Je crois que, encore une fois, mais est-ce que vous pensez, Elad Shakina, que d'ici l'après-Covid, il y a quand même des gens qui doivent être mis à rendre des comptes? À rendre des comptes parce que, on le sait, vous venez justement de le dire, beaucoup de choses, beaucoup de personnes ont été indexées par rapport à la gestion dès le départ, dès le démarrage chez nous, parce que nous, on va le dire à Mayotte, le département où le Covid est arrivé un tout petit peu, un peu après. Est-ce que ces responsables-là doivent rendre des comptes après? Alors déjà, je ne suis pas juge, Oui, oui. pour commencer, et puis ensuite... il y aura un temps pour tout. Il y aura un temps pour le questionnement, pour justement poser, en tout cas, les interrogations nécessaires sur la table, de savoir qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné. Mais ça, je crois que il faut encore une fois poser, prendre les choses aussi dans leur contexte. Vous voyez ? Donc, incriminer pour incriminer, ça n'a pas de sens. On pose des questions pour ensuite trouver des réponses, pour ensuite améliorer le fonctionnement, améliorer le système, pour que justement cela ne puisse plus se reproduire. Quelle pourrait être notre marge de réactivité? Quels pourraient être justement nos moyens par la suite? Nous avons un seul CHM. Est-ce que justement, il ne serait pas temps de lancer rapidement les travaux pour un deuxième, un troisième hôpital également? Nous avons aussi peut-être des soucis en termes de personnel, en termes d'effectifs de personnel, puisqu'il y a l'île est sous-dotée de personnel médical, comme beaucoup de territoires en métropole d'ailleurs. Il y a peu de médecins. Alors, est-ce qu'il ne serait pas nécessaire justement de créer une coopération active entre La Réunion qui forme des médecins et de faire en sorte que Mayotte également par la suite, on ait aussi un pôle universitaire qui soit orienté vers la formation médicale, vers la médecine notamment. Voilà, toutes ces interrogations qui nécessiteront forcément des réponses. Ensuite, maintenant, des sanctions, puisque je crois que vous faisiez référence beaucoup plus à cela. Je crois que les personnes concernées, les autorités qui ont le pouvoir investi à cet effet-là, en tout cas, peut-être seront peut-être saisies ou en tout cas se prononceront. Mais moi, je ne suis pas en tout cas dans ce champ de compétences. Donc, loin de moi cette idée. Je dis juste que maintenant, lorsque les interrogations se poseront, il faudra à ce moment-là, en effet, trouver les solutions rapidement pour que nous puissions plus, en tout cas, être dans une situation aussi dramatique par la suite. Une situation dramatique, parlons-en de ce qui s'est passé en Petite Terre avec cet événement, le décasage, puis après cette plainte, cet accès de violence. Qu'est-ce que ça vous dit à vous? Ça nous dit qu'il y a un réel problème en matière de perception de la justice. C'est-à-dire que, c'est simple. Aujourd'hui, la population mahoraise a le sentiment de ne pas être comprise, a le sentiment que, en fait, nous sommes dans une forme d'inéquité, d'injustice. Je peux parfaitement bien comprendre. Mais avant, encore une fois, de lancer un pavé dans la mare, il faut revenir à la source, à l'origine. Je vais vous lire un texte simple, si vous permettez. Écoutez, je l'ai sous les yeux. C'est l'exposé des motifs de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. Écoutez bien, parce que c'est quand même très important que les gens sachent ce que c'est. L'ordonnance, c'était la loi en tout cas. Donc, puisque le gouvernement, quand il habilitait à prendre des mesures législatives, on parle de loi. On parle d'ordonnance. C'était donc la loi, c'est une loi en tout cas qui prévoit des mesures éducatives pour les mineurs délinquants. Qu'est-ce que dit cet exposé des motifs? Il résume tout. Tous les mineurs jusqu'à l'âge de 18 ans auxquels est imputée une infraction à la loi pénale, j'enlève certaines parties, ne pourront faire l'objet que de mesures de protection, d'éducation ou des réformes en vertu d'un régime d'irresponsabilité pénale. Vous avez bien entendu. Ça veut dire qu'en fait, nous sommes dans une situation où on protège des mineurs délinquants. Il y a une sanction, mais en tout cas minime. Il y a une responsabilité pénale atténuée, limitée. Alors, on va plus loin, puisque le code pénal, l'article 122-8, nous dit quoi? Que cette loi, donc cette ordonnance, détermine les sanctions éducatives qui peuvent être prononcées à l'encontre des mineurs en tenant compte de l'atténuation de responsabilité dont ils bénéficient en raison de leur âge.
nous étions en 1945. On sortait de la guerre et les mineurs devaient être protégés parce que la France voulait avant tout reconstruire le pays, les enfants devaient être protégés. Oui, mais les mineurs aussi aujourd'hui doivent être un peu protégés. J'en viens, s'il vous plaît. Nous sommes en 2020. La situation de 1945 n'est plus la même que celle de 2020. Je ne dis pas qu'il faut des sanctions répressives à tout va, mais je constate juste, et c'est un fait, c'est que en fait, le signal envoyé par ce genre de texte, parce que quand on parle de ce genre de mesures législatives, là, il faut remonter directement à la source, c'est-à-dire au Parlement, à l'Assemblée nationale, ainsi qu'au Sénat. Donc, je constate juste que ça peut créer un sentiment d'impunité, puisque c'est pour ça que très souvent, à l'extérieur, certains disent que ce sont les enfants du juge. Un mineur qui devient un agresseur ou un criminel, qui donne un coup de poignard, parce que récemment encore, je tiens à rendre hommage à notre ami, parce que c'est un ami proche, qui a connu cette situation, justement, où il a été poignardé juste à côté de son domicile. Et quelle a été la sanction? Ça a été 1 an d'emprisonnement pour une personne qui a failli perdre sa vie. Vous voyez un peu le décalage? Qu'est-ce qu'on devrait faire pour les mineurs? Alors, j'en viens. Puisque nous avons des textes qui sont compliqués en ce moment, vous y avez ce qu'on appelle les centres éducatifs fermés. Alors, qui existent? Puisque de toute façon, on disait souvent que normalement, ces centres-là étaient une entorse, en tout cas, à l'ordonnance de 1945. Ce n'est pas vrai, puisque de toute façon, ces centres, en tout cas, comme ici, il en existe un, je crois, à Bandrélé, mais qui accueille 9 personnes. Vous imaginez? C'est complètement dérisoire. 9 personnes. Les autres, ils les mettent à La Réunion. Non, mais à La Réunion, les places également sont limitées. Je crois que les Réunionnais eux-mêmes ont leurs propres problèmes. Donc avant de recevoir les mineurs délinquants, ils peuvent les placer, mais les nombres sont encore limités. C'est à peu près 10 personnes. En tout cas, ça se compte en dizaines. C'est complètement dérisoire. C'est une goutte d'eau, évidemment, dans l'océan. À partir du moment où on ne prend pas à bras-le-corps les mesures nécessaires pour faire face, en tout cas, à cette délinquance juvénile, on ne s'en sortira pas. Alors, bon, c'est pour ça que je disais, je peux comprendre le sentiment, en tout cas, d'injustice que peuvent ressentir nos compatriotes, mais je rappelle aussi, et c'est aussi un principe de la République, qu'on ne peut pas également se faire justice soi-même. Puisque se faire justice soi-même, ça veut dire que c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi. Ça veut dire qu'en fait, on cautionne des actions. On peut aussi aller jusqu'à commettre l'irréparable. On peut aussi condamner ou en tout cas fortement agresser une personne qui peut-être à la base n'avait commis aucun crime ou aucun délit. Donc là aussi, c'est très important. Je crois qu'il faut que chacun puisse revenir à ses responsabilités. Mais, cela étant, je dis qu'il est important qu'il y ait un partenariat entre la justice et la société civile. C'est très important. Parce que, souvenez-vous, nous sommes dans un contexte très particulier, avec une délinquance qui explose, les compteurs, avec aussi une démographie non maîtrisée. C'est très, très difficile. Il y a quelques années de cela, en 2015... avec une équipe que j'avais, nous avons mis en place les voisins vigilants avec une association qui s'appelait le Conseil de quartier pour la sécurité de Mayotte. Nous faisions des rondes de nuit avec aussi des gilets jaunes, des sifflets, des lampes de poche et cela contribue en tout cas à diminuer sensiblement dans certains endroits les actes de délinquance parce qu'il y avait une mesure dissuasive sur le terrain, il y avait une présence sur le terrain. Mais nous, c'était encadré. C'est-à-dire que nous faisions préalablement des réunions avec des villageois, avec des personnes dans le quartier. On invitait les forces de l'ordre pour expliquer qu'on ne se fait pas justice soi-même. Nous avions également un petit fascicule qui expliquait les mesures que nous devions faire, et également les référents qui devaient être déclarés à la gendarmerie, mais également à la police. Bon, je me félicite de voir que cette mesure de patrouille a été reprise, de ronde de nuit, puisque ça a été repris ensuite par la mairie de Mamoudzou. Ensuite, on s'est aperçu que dans différentes communes, parce qu'à Pamandzi, on avait initié une initiative, à Sada, dans la commune de Kongou, dans la commune de Bandrabois. Bon, c'était une modeste association, mais qui voulait bien faire. Et c'était de nos deniers, de notre poche, que cela sortait. Et c'était également aussi des bénévoles. Cela étant, ça veut dire qu'il est important aujourd'hui de donner massivement les moyens, en tout cas, de prévention pour investir le terrain et avoir des mesures dissuasives. Pourquoi? Parce que la société civile est beaucoup plus à même à identifier les poches de délinquance dans un quartier, dans un village. Et la société civile, c'est-à-dire les membres des associations qui sont les vigilants, voisins vigilants, appelons-le comme on veut, sont plus en mesure aussi de transmettre les éléments d'information nécessaires, à condition évidemment qu'il y ait une réactivité. Parce qu'une fois, quand je regardais le journal qu'une dame disait
disais que j'ai porté plainte 10 fois, je n'ai pas été entendu. Là aussi, je crois qu'il faut à un moment donné aussi faire en sorte qu'il y ait davantage de réactivité. Bon, le préfet l'avait dit sur ce plateau qu'ils iront chercher les chefs de bande. C'est plutôt les chefs de bande qui sont à la recherche pour essayer de calmer le jeu, d'éradiquer tout ça. Mais enfin, ils sont quand même actifs, ils ne restent pas sans rien faire. Non, je dis simplement que lorsque une personne ou plusieurs appellent plusieurs fois pour porter plainte et qu'il n'y a pas d'effet, je n'incrimine pas la police, parce que je sais qu'ils font un travail très difficile, mais c'est dû à un sous-effectif. Sous-effectif de la police nationale, sous-effectif de la gendarmerie, sous-effectif également, on va dire, de la police municipale. C'est pour ça que je parle de ce partenariat très important avec la société civile, c'est-à-dire ces associations de prévention de lutte contre la délinquance, mais également un deuxième aspect, qu'il puisse aussi y avoir un vaste marché de l'insécurité, un vaste marché, en tout cas pour les sociétés privées qui font de la surveillance. Parce qu'il faut également, à un moment donné, que dans certains espaces publics, il puisse y avoir une présence physique, qu'il puisse y avoir une prévention, qu'on puisse en tout cas avoir une présence dissuasive. Et ça, c'est important pour également rassurer et aussi faire fuir un peu... voilà, pour la financer aussi, j'en viens là-dessus, mais sauf que c'est le serpent qui se mord la queue. On dit on va pas pouvoir financer, oui, mais pendant ce temps-là, il y a un manque d'attractivité. Les entreprises, en tout cas, ferment parce que beaucoup plus tôt, les personnes qui résident à Mayotte, en tout cas, ont peur et quittent le territoire. Donc finalement, on se retrouve avec un département qui est complètement mort, à l'arrêt, parce que tout simplement, on ne veut pas financer un marché de la sécurité. Non, je ne crois pas. La sécurité, c'est la première des libertés fondamentales, et je crois qu'il faut miser là-dessus. Le troisième aspect, et ça, c'est pas des moindres, je l'ai dit à plusieurs reprises, il faut une coopération judiciaire. C'est très important. Parce que actuellement, lorsque un criminel ou un agresseur quelconque vient d'un pays extérieur et qui arrive à Mayotte, on ne sait absolument pas si maintenant il y a eu un fugitif qui a pu quitter un territoire. On ne sait absolument pas identifier ces fugitifs. Et quand on les attrape, en plus, on ne sait même pas quoi en faire. Alors que normalement, une personne, admettons, qui a commis un crime aux Comores ou à Madagascar, qui est arrivé à Mayotte et qui est également récidive, on devrait être en mesure, par ces fichiers-là, d'identifier que c'est un criminel. À ce moment-là, il peut y avoir une mesure d'extradition. On envoie cette personne dans son pays d'origine, puisqu'il y a une coopération judiciaire. Et ça, c'est le ministère de la Justice française qui devrait signer un accord de coopération avec le ministère de la Justice des pays environnants. Voilà, tout à fait. Alors, soit c'est parce qu'il y a une initiative parlementaire, c'est-à-dire des députés comme des sénateurs qui demandent au gouvernement si cela pourrait se faire. Le gouvernement a le dernier mot, mais aussi, il faut que le département peut très bien prendre l'initiative, puisque dans les mesures de coopération régionale, le conseil départemental a un pouvoir de proposition, de proposer au gouvernement, serait-il possible d'envisager cette mesure de coopération judiciaire. Je crois que tout le monde y gagnerait, parce que s'il n'y a pas cet échange d'informations, avec ce sujet, on ne pourra pas aller très loin. Elad Chakrina, et puis on parlera rapidement des élections, mais le préfet, le procureur disait également, il faut aussi taper du côté des parents. Là, on parle souvent chez nous des mineurs isolés. On dit souvent ils n'ont pas d'attache, ils n'ont pas de famille. Mais quand on fait beaucoup d'investigations, on se aperçoit qu'il y a quand même des parents derrière ou en tout cas de la famille. Est-ce que pour vous c'est aussi une solution pour aller taper directement, puisqu'ils sont mineurs aujourd'hui, vous l'avez dit, donc c'est un peu minime ce qu'on leur donne comme sanction. Donc est-ce qu'il fallait taper là-bas? Je crois que toutes les mesures qui peuvent contribuer à lutter efficacement contre la délinquance sont bonnes. La première des choses, c'est évidemment le foyer parental, puisque c'est là où vous êtes socialisé, c'est là où en fait vous êtes éduqué, c'est là où on vous apprend certaines mesures. Mais il y a des parents qui sont dépassés, qui sont fortement dépassés, parce que tout simplement il n'y a pas d'autorité à la maison, il n'y a pas de père à la maison, parce que l'enfant est parfois élevé par une tante, parce que les parents ont été parfois expulsés ou ne sont pas du tout là, ils sont sur le territoire. Donc c'est aussi très difficile. Donc je crois que là aussi, il faut bien entendu au cas par cas, bien identifier des situations. Dans les cas où en effet nous avons un laxisme patent, voire même une complicité des parents, oui, là en effet, il n'y a pas photo. Il faut évidemment, bien sûr, pouvoir en tout cas imposer l'autorité nécessaire pour que cela ne se reproduise plus. Mais dans le cas où nous avons des familles qui sont dépassées, parce que parfois il y a même des mineurs ou parfois des majeurs qui habitent encore chez leurs parents et qui aussi violentent leur famille, qui frappent
leurs frères et sœurs ou qui frappent même leur mère isolée. Donc là aussi, je crois qu'il faut aussi identifier clairement ces aspects pour ensuite prendre les mesures adéquates. On va finir, Elad Chakrina, ce temps de parole avec les élections. On pense tous retourner dans les urnes, en tout cas selon le gouvernement, vers le 28 juin. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, le citoyen a besoin, vraiment, c'est de ça qu'il a besoin, ou vous pensez que on aurait dû quand même attendre un tout petit peu et traverser cette crise sanitaire? Alors je ne suis pas dans la tête de tous Non, les mais citoyens. par rapport à votre propre vision des choses, en tant que citoyen aussi lambda, est-ce que c'était pas le moment, ou c'est le moment, on est obligé, c'est notre devoir? Écoutez, c'est un dilemme. Votre question est assez tendancieuse. Ouais. Vous voyez, d'un côté comme de l'autre, vous faites des mécontents. Ouais. Donc, est-ce que les conditions sanitaires sont réunies pour que nous puissions accomplir notre devoir civique de citoyen? Écoutez, la réponse proviendra certainement des autorités concernées. Donc à ce moment-là, si en effet les autorités compétentes estiment que les mesures en tout cas sont réunies, donc que les élections en effet se fassent. Si maintenant les autorités estiment par le biais du conseil scientifique que les mesures en tout cas ne sont pas réunies et qu'on court plus à une situation difficile, à ce moment-là, je crois que chacun prendra ses responsabilités. Elad Chakrina, merci beaucoup en tout cas d'être venu ce matin répondre à nos questions. Ça sera tout pour ce temps de parole.